On va parler d'un homme dont le nom est synonyme de paix, de littérature, des plus grandes avancées scientifiques de l'humanité. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sa fortune a été bâtie sur l'invention la plus destructrice de son époque. Et c'est là tout le paradoxe d'Alfred Nobel. D'un côté, on a l'industriel, l'inventeur de la dynamite, avec ce surnom assez glaçant de marchand de la mort, à la tête d'un véritable empire de 90 usines d'armement. Et de l'autre, on a l'idéaliste, l'homme qui a dédié toute sa fortune aux plus grands bienfaits de l'humanité en créant les prix les plus prestigieux au monde. Alors oui, c'est la grande question. Comment une seule personne peut-elle incarner des contradictions aussi profondes? Pour comprendre, on va devoir remonter le temps, à l'origine de sa fortune explosive. Avant de devenir ce grand philanthrope, Nobel, c'était d'abord et avant tout un inventeur et un homme d'affaires absolument brillant. Mais son parcours, vous allez voir, a été marqué par la tragédie. Alors, tout commence avec un produit, la nitroglycérine. C'est un composé synthétisé par un chimiste que Nobel a bien connu, Ascanio Sobrero. C'était incroyablement puissant, bien plus que la poudre à canon de l'époque. Le seul problème, et c'est un gros problème, c'était terriblement imprévisible. Ça pouvait exploser à la moindre secousse, au moindre changement de température. Nobel était fasciné, obsédé même, par l'idée de dompter cette puissance. Et cette obsession, elle a eu un coup absolument terrible. En 1864, son usine près de Stockholm explose. Bilan, 5 morts, dont son propre petit frère, Émile. Cet événement a complètement dévasté Nobel. Mais au lieu de tout arrêter, ça n'a fait que renforcer sa détermination à trouver un moyen de rendre cet explosif sûr. C'est devenu une véritable quête personnelle. Et finalement, il y est arrivé. Et sa solution, en fait, elle est d'une simplicité presque déconcertante. Il a eu l'idée de mélanger la nitroglycérine liquide avec une sorte de terre très poreuse, le kieselguhr, ce qu'il a transformé en une pâte stable. Il a appelé ça la dynamite. Et là, tout a changé. Soudain, cette puissance destructrice pouvait être contrôlée, transportée et utilisée en toute sécurité pour construire des tunnels, des mines, des canaux. Mais attention, la dynamite, ce n'était que le début. Son rythme d'innovation, c'est juste stupéfiant. Après avoir mis au point le détonateur et la dynamite, il invente la gélinite, qui est encore plus puissante, et puis la ballistite, une poudre sans fumée qui a complètement révolutionné l'armement militaire. Nobel était une machine à innover. Retenez bien ce chiffre, 355, c'est le nombre total de brevets qu'Alfred Nobel a déposés au cours de sa vie. Un véritable empire à la fois industriel et intellectuel. Mais cet empire, il commençait à lui peser lourdement. Alors, qu'est-ce qui peut bien pousser un magnat de l'armement à changer de cap aussi radicalement? L'histoire qui suit, même si elle est peut-être un peu romancée, est très, très révélatrice. On est en 1888. Son frère, Ludwig, décède. Sauf qu'un journal français se trompe et publie la notice nécrologique d'Alfred à la place. Le titre était, sans appel, « Le marchand de la mort est mort ». Franchement, imaginez une seconde lire ça sur vous-même. La légende raconte que Nobel a eu un choc terrible. Il a vu, noir sur blanc, l'héritage qu'il allait laisser au monde. Celui d'un profiteur de la mort. Ce moment de prise de conscience aurait été le déclencheur, le catalyseur de sa volonté de réécrire sa propre histoire. Mais attention, il n'y a pas que cette histoire de nécrologie. Il y a une autre influence, bien réelle cette fois, Bertha von Suttner. C'était une comtesse autrichienne qui a été sa secrétaire pendant un temps très court. Ils sont restés amis et ont entretenu une longue correspondance. Elle était une pacifiste convaincue et elle n'hésitait pas à le confronter sur son rôle dans l'industrie de l'armement. Et l'ironie de l'histoire, qui est quand même assez savoureuse, c'est qu'elle deviendra elle-même lauréate du prix Nobel de la paix en 1905. Donc, voilà, face à sa propre mort et sans doute influencée par ses idéaux, Nobel a pris une décision qui allait littéralement changer la face du monde. Et la solution à son conflit intérieur, il l'a trouvée dans son testament. Le 27 novembre 1895, il signe son testament. Et quand il s'engage, il ne fait pas les choses à moitié. Non, il lègue 94% de toute son immense fortune pour créer la Fondation Nobel. Pour l'époque, c'est un geste d'une générosité absolument sans précédent. Et voilà les 5 domaines qu'il a choisis. D'abord, la physique et la chimie, ses grandes passions, évidemment. Ensuite, la médecine, pour les progrès concrets pour la vie humaine. La littérature, parce que c'était un grand lecteur, lui-même poète et dramaturge à ses heures. Et enfin, la paix. Peut-être, qui sait, pour racheter la nature destructrice de ses propres inventions. Et la mission derrière tout ça,
celle qu'il a écrite noir sur blanc dans son testament, elle est limpide et universelle. Les prix devaient récompenser celles et ceux qui ont apporté le plus grand bienfait à l'humanité. Et il a bien insisté, sans aucune distinction de nationalité. Un idéaliste jusqu'au bout. Bon, on pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur cette belle note. Mais évidemment, ce n'est jamais aussi simple. Même après sa mort, l'héritage de Nobel reste teinté de controverses et de complexité. Tiens, prenez le fameux prix d'économie. Beaucoup l'appellent le prix Nobel d'économie, mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'a pas été créé par le testament de Nobel, non. Il a été ajouté bien plus tard, en 1968, par la Banque centrale de Suède, à la mémoire d'Alfred Nobel. Certains membres de sa famille ont même protesté à l'époque, estimant que ça dénaturait sa vision originale. Et puis, il y a l'homme derrière le mythe. Nobel était un produit de son temps, et ses lettres privées révèlent des préjugés assez dérangeants. Cette citation, par exemple, elle est tirée de sa correspondance, elle montre un côté antisémite qui est indéniable. C'est un rappel que même les plus grands bienfaiteurs de l'humanité peuvent avoir des facettes très sombres. Alors au final, que retenir? Comment on fait pour concilier le marchand d'armes et le champion de la paix? L'inventeur de génie et l'homme aux préjugés? L'héritage de Nobel est un mélange complexe, un mélange de destruction et de création, de cynisme et d'idéalisme. Et c'est peut-être ça, la leçon la plus importante. Les héritages ne sont jamais tout noirs ou tout blancs, et l'histoire des grands personnages est rarement simple.